Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité dans votre rendez-vous de l'information sur Covid-19. Ce jour, nous recevons le professeur Edem Gouéakoué, président de l'Ordre des médecins du Togo. Avec lui, nous allons évoquer les derniers développements de l'actualité portant sur le coronavirus au Togo et en Afrique, voire dans le monde, car il est temps de doubler de vigilance au vu des chiffres que nous enregistrons au jour le jour. Bonsoir, professeur, Bonsoir, et merci Mathieu. d'être là. Je vous en prie. Oui. Alors, d'entrée de jeu, quelle analyse faites-vous de la courbe qui est ascendante en ces derniers temps? Je vous remercie pour la question. Mais je crois qu'il y a un phénomène qui est simple. Dans une épidémie comme celle-là que nous vivons, il ne faut pas se précipiter pour dire oui, on a vaincu, oui, on est en avance. Non. Il faut suivre la courbe de l'évolution de l'épidémie et c'est cette courbe qui nous dit à quel niveau nous nous situons. Pendant longtemps, nous étions dans une courbe ascendante, certes, mais nous avons peu de cas. Et nous arrivons à gérer ces cas de façon tranquille jusqu'à ce que nos voisins, du Ghana en particulier, ont déconfiné et ont ouvert leurs frontières. À partir de ce moment, l'équipe de surveillance mise en place continuait son travail et s'est rendu rapidement compte que nous recevons des cas de ceux-là que nous avons nommés les voyageurs. Et c'est grâce à la vigilance soutenue de ces équipes que de nombreux cas ont été détectés. Et c'est ce qui explique en partie la flambée du nombre des cas. Donc, je peux résumer en disant que nous sommes sur la pente ascendante de la courbe épidémiologique. Nous allons évoluer vers le sommet de la courbe et quand un certain nombre de sujets auront développé un certain nombre d'anticorps, nous allons descendre progressivement vers le niveau le plus bas. Mais d'aucuns parlent du relâchement au niveau des mesures barrières. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. C'est l'étudiant ou l'élève qui, en classe, a de bonnes notes et qui croit que l'examen est fini et qui relâche un tout petit peu. Il est bon, en ce moment-là, de rappeler les mesures barrières et de dire en quelques mots à quoi ces mesures barrières ont servi. Parce que effectivement, ils ont servi et ils nous ont permis de nous protéger. Les mesures barrières sont au nombre de 5 ou 6 et ça passe tout le temps, tout le monde les connaît. C'est le port du masque. J'insiste dessus parce que le masque protège celui qui est juste devant vous, parce que quand vous parlez, les gouttelettes de salive dans lesquelles se trouve le virus sont retenues par le masque. Et donc, vous devenez moins contaminant. Si le partenaire en face de vous est également protégé, et il retient également ces gouttelettes de salive et il vous contamine le moins possible. Mais il faut dire que les masques sont de qualité différente et les masques ont des efficacités différentes. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat. On reviendra là-dessus si vous le voulez. Oui, dans oui. ces mesures dans le courant des jours de redoubler de vigilance. Oui. Ensuite, il faut se laver les mains. Nous avons l'habitude, dans notre culture, de nous laver les mains quand nous allons manger. Et je crois aujourd'hui que c'était une bonne habitude que nous avions prise. Mais il faut insister, se laver les mains. Se laver les mains, c'est enlever toutes les saletés, les virus y compris, des mains, et éviter d'utiliser les mains pour aller chercher le virus. J'ai vu
une affiche qui dit saluer ou bien donner la main à quelqu'un, c'est dire bonjour au virus. J'ai apprécié. Parce que si on voit le mode de contamination du virus, il vaut mieux ne pas saluer en donnant la main. Il y a plusieurs façons de saluer. On a vu dans les films plusieurs manières de saluer. Ensuite, il faudra également garder la distanciation entre les personnes, environ 1 mètre. Mais c'est la mesure la plus difficile. Il faut tousser dans le pli du coude. Et lorsque on a le moindre doute par rapport à son état, il faut consulter, il faut appeler le 111 et aller vers la consultation. Je crois que ces mesures barrières nous ont protégés jusqu'à maintenant, même si de façon officielle, on n'a pas demandé que chacun mette son masque. Les gens spontanément ont compris qu'en mettant le masque, on se protège. Et je crois que quand on circule un peu et qu'on regarde autour de soi, on se rend compte que le masque est devenu un outil d'ornement. Certains l'ont juste en dessous de la bouche, certains l'ont au cou, certains l'ont dans la main. Or, la science a montré, et c'est l'aspect spécifique de ce virus, la science a montré que la contamination se fait par les gouttelettes de salive et par les voies respiratoires. Donc, mettre le masque sous le cou et libérer les voies respiratoires, c'est comme si on a acheté une voiture neuve, qu'on a jeté la clé dans une lagune et on continue pas à marcher à pied. Donc, il faut redoubler de vigilance. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut redoubler de vigilance. On va apprécier un peu les différents types de masques qu'on a aujourd'hui. D'accord. Ce que vous avez porté là, c'est le chirurgical. C'est le masque chirurgical. Son efficacité. Le masque chirurgical est fait de 3 couches. La couche intermédiaire est celle-là qui protège les gouttelettes de salive qui portent le virus et qui vont infecter. Un masque, les masques des soignants, le masque des soignants, le FFP2, il est beaucoup plus costaud, puisque quand on soigne quelqu'un qui est couché, quand on examine quelqu'un, quand on examine la gorge de quelqu'un, quand on va faire un prélèvement dans la gorge de quelqu'un, il suffit d'un rien du tout, il suffit d'une petite inattention pour que vous recevez le virus en face. Donc, il faut se protéger suffisamment. Et puis, il y a les masques ordinaires que les gens font, et des masques faits de 2 popelines. Je crois que ça ne protège pas suffisamment. Et puis, un masque, c'est juste un outil. C'est un masque. Et il faut savoir le mettre. Le masque que je porte a 2 faces. Une face extérieure, qui est la partie bleue, qui empêche de recevoir le virus en face. Et à l'intérieur, c'est une partie blanche qui empêche de projeter le virus dans le visage de l'autre. Mais au stade actuel, je pense que ce qui est important, c'est de porter un masque. Ceci parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens de nous procurer tous du masque chirurgical ou du masque, je dirais du masque médical tout court. L'idéal aurait été de trouver ces masques dans les pharmacies à un prix abordable, Oui. pour que les gens spontanément aillent et s'approvisionner. Pour le moment, les réflexions sont en cours. Les responsables prennent les dispositions, mais en attendant, il faut quand même se protéger. Et c'est là où l'on voit la dextérité des artistes. Le Togolais, il a de l'imagination fertile
et ils nous présentent des masques sous différents aspects. Il s'agit juste d'aller et de les conseiller davantage dans la fabrication du masque. Nous avons testé certains masques au niveau du conseil scientifique, mais nous ne pouvons pas garantir les masques qu'on a testés et les masques produits en quantité industrielle. Nous ne pouvons pas garantir la même sécurité dans ces deux conditions-là. Donc, un peu plus de conscientisation dans la production des masques. Et je crois que, quel que soit le masque qu'on va porter, l'idéal, c'est de se protéger et de protéger l'autre. Parfait. Il y a un débat qui se fait autour de ce masque que vous avez porté, le masque chirurgical. Donc on dit qu'on peut enfin porter ce masque-là 2 fois, toute une journée, on tourne l'autre face et puis on remet encore. C'est ce que je viens de dire. Le masque a 2 faces, mais chaque face a un rôle précis. Il n'est pas question de tourner les faces. Théoriquement, le masque est porté pour 4 heures, 5 heures, 6 heures au maximum. Ça suppose, dans la fonction normale, dans la fonction de 8 heures, environ 2 masques par médecin ou par personne. Et bon, on trouve toujours des moyens qui appartiennent à la classe D, des moyens de débrouillage. Mais au fur et à mesure qu'on utilise le masque plusieurs fois, on se rend compte que l'efficacité du masque diminue. Qu'on le lave en le trempant dans de l'eau chaude, qu'on le lave en le froissant, les mailles du tissu changent de diamètre. Donc, si le diamètre est ouvert, si le diamètre est augmenté, le virus peut passer. Alors, face à la situation, que faut-il faire justement? Que faut-il faire? C'est ce que nous faisons déjà. C'est-à-dire parler. Parler, sensibiliser, mais il faudrait redoubler de vigilance. Ouais. Il ne faut pas penser que le virus est loin. Le virus n'est pas loin. Le virus est là, autour de nous. Si nous prenons les dispositions qui s'imposent, je suis sûr qu'on réduirait le nombre de patients. Donc, les dispositions vont aller dans le sens de l'identification et la prise en charge des patients porteurs du virus. Parce que si vous portez le virus, même si vous ne présentez aucun signe, c'est-à-dire si vous êtes asymptomatique, vous êtes porteur du virus, donc vous pouvez contaminer. Et il faut donc identifier rapidement ceux-là qui sont porteurs de virus, les isoler, les traiter et ratisser large tout autour de ces porteurs de virus pour identifier ceux-là qu'on a appelés et qu'on continue d'appeler les contacts. Le contact peut être facilement infecté et lui-même, devenu positif, va aller infecter d'autres et le cercle s'élargit et rapidement, un contact peut contaminer 200 à 300 personnes. Et vu comme ça, tout un quartier est rapidement bouclé et ça pose de sérieux problèmes de prise en charge. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas baisser de gants. Et les vrais boxeurs sont toujours vigilants, ils ont leur garde. Nous devons garder notre garde si nous voulons combattre et vaincre le virus. Je crois que c'est important. Est-ce à dire que c'est les contacts qui ont fait augmenter les chiffres en ces derniers temps ou comment? La réponse est oui. C'est les contacts qui ont fait que les chiffres ont augmenté. J'imagine,
à un moment donné, nous avions, je ne dirais pas la maîtrise, mais nous avions amoindri le nombre de patients. Et puis, les frontières ont été ouvertes, surtout dans la zone septentrionale. Et ceux-là qui sont arrivés de l'extérieur ont été rapidement en contact avec leur communauté et ils ont été infectés. Bon, si on n'arrive pas à circonscrire l'infection et à prendre les dispositions qui s'imposent, ces contacts vont aller contaminer les autres, comme j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, le nombre augmente. Des exemples précis ont été établis où une personne peut contaminer 4 ou 5 personnes. Et je crois, si on remonte au début, les premières infections sont venues de ceux-là qui sont venus de l'extérieur. Et ce sont eux qui ont contaminé. Aujourd'hui, les gens ne voyagent plus parce que le virus s'est installé dans la communauté. Et ce sont ces contacts qui continuent par contaminer d'autres personnes. Et le virus peut se propager assez rapidement comme ça. Ouais. La phase ascendante, oui, c'est le moment. Le pic, c'est pour bientôt ou ça va durer encore? Pour faire un pic, il faut faire ce que les scientifiques, les mathématiciens, les épidémiologistes appellent faire une prévision, faire une modélisation. Dans ces conditions, il est difficile de prévoir le pic. Il est absolument difficile de prévoir le pic, mais il faut rester vigilant, c'est-à-dire, pour l'heure, le Ghana a ouvert ses frontières. Le Burkina ne tardera pas à ouvrir ses frontières, si ce n'est déjà fait. Le Bénin a annoncé les frontières. La Côte d'Ivoire a annoncé que les frontières seront ouvertes bientôt. En plus, si en Europe, on a repris les activités, les avions vont débarquer. Et si nous ne prenons aucune mesure dans nos aéroports, si nous ne prenons aucune mesure dans nos ports ou au niveau des autres frontières, rapidement, on va être infecté. Et c'est en ce moment-là que nous allons voir la courbe monter. Donc, il faut de la vigilance. Et il faut nécessairement... Quel genre de mesures faut-il prendre? Puisque on a déjà entendu, il y a certains pays qui se préparent, certaines compagnies qui vont commencer par desservir à partir des jours qui viennent bientôt. Quelles sont ces mesures-là qu'il faut mettre en place pour pouvoir quand même maîtriser un tant soit peu cette maladie-là? Il faut, à mon sens et à mon humble avis, il faut être imaginatif. C'est-à-dire? Il faut être créatif. Quand on regarde la littérature et quand on écoute les émissions, on se rend compte dans certains pays, avant que vous ne preniez l'avion, on vous dit les conditions dans lesquelles vous serez reçu. C'est-à-dire, si vous quittez votre aéroport de départ, on vous dit, quand vous arrivez à l'aéroport où vous devez séjourner, on vous fait un test à l'aéroport. Ce test est fait. C'est vous qui prenez le test en charge. On vous garde en surveillance pendant 2 ou 3 jours parce que actuellement, l'État a donné du matériel qui permet de faire le diagnostic très rapidement. Donc, on vous garde. Vous montez patte blanche. Vous êtes négatif avant de rentrer dans le pays. C'est une stratégie. Mais il y a plein d'autres stratégies que l'on peut mettre en place. Mais laisser les gens rentrer comme ils étaient rentrés les premières fois, il faudrait trouver et arrêter ce système-là. Parce qu'il faut nécessairement redoubler de vigilance si nous souhaitons protéger la population dont nous avons la charge. Parfait. Nous allons jeter un coup d'œil sur le site d'information officiel du gouvernement pour analyser un peu les chiffres publiés en cette date du 14 mai 2020.
À la date du 14 mai 2020, on peut noter qu'il y a 131 cas actifs avec 96 cas guéris, 11 décès, 238 cas confirmés au total et 11 796 nombre total de tests effectués, bien sûr, au Togo. Un petit détail sur les chiffres du jour, professeur. Oui, les chiffres du jour sont alarmants dans la mesure où chaque jour apporte son lot. Au début, nous comptions les cas positifs par unité. Un cas, deux cas. Et on se disait, bon, le travail est effectif et le travail est correct. Aujourd'hui, nous commençons à compter les cas par dizaines. Alors, ce n'est pas la même appréciation, ce n'est pas le même calcul. Les cas par dizaines, c'est souvent, comme je l'ai dit, des cas importés. Importés d'ailleurs, des cas qui sont arrivés et qui ont contaminé les autochtones. Donc, 238 cas aujourd'hui, peut-être demain, je vais passer à 260. Et ça suppose que chaque Togolais doit prendre conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire nous sommes en phase ascendante. Notre courbe monte et nous devons rester vigilants, c'est-à-dire dénoncer. Dénoncer, le mot n'est pas juste, mais signaler les nouveaux arrivés. Et ce travail est un travail communautaire, c'est-à-dire les préfets responsables dans nos régions, les maires, les simples citoyens doivent pouvoir dire qui sont les nouveaux arrivés. C'est pour ça que je dis que le mot dénoncer n'était pas le juste. En fait, ce n'est pas une dénonciation. Si quelqu'un arrive de l'extérieur et qui ne se fait pas tester, c'est parce qu'il ne vous aime pas. S'il vous aime vraiment, il faut qu'il collabore. Il faut qu'il collabore. Il faut qu'il participe à la survie de la communauté. Donc, il doit pouvoir se présenter de lui-même pour un test. Le test, on chatouille un peu votre nez, l'arrière de votre nez, c'est le rhinopharynx. Et puis, on fait un test, on recherche le virus dans le prélèvement. Et si vous êtes positif, on vous prend en charge. L'État vous prend en charge gratuitement. Donc, il n'y a pas un autre choix. Donc, cette vigilance doit être de mise. Et je crois que ça va nous aider, non pas à réduire ceux-là qui viennent, mais à circonscrire l'infection tout de suite et à prendre les mesures qui s'imposent. Même les cas qui sont déclarés guéris doivent continuer, eux aussi, les mesures barrières. Parce que si vous êtes guéri, si vous n'avez pas encore suffisamment d'anticorps pour vous protéger, vous pouvez avoir une réinfestation. Et ailleurs, quand on regarde les différentes émissions, en Chine ou ailleurs, à partir du moment où les frontières ont été baissées, les frontières ont été ouvertes, à partir du moment où les gens ont baissé la garde, le nombre de patients, de nouveaux cas, est augmenté. Nous devons apprendre du malheur des autres pour que l'Afrique soit enviée. C'est parce que nous avions vu très tôt le danger que nous avions mis en place très tôt les mesures barrières. Donc, si nous nous protégeons, nous pouvons vivre plus longtemps, d'autant que nous n'avons pas les moyens dont ceux-là disposent. Donc, nous avons du travail à faire qui passe nécessairement par la conscientisation, par le civisme et par la volonté de ne pas nuire à son voisin. Parfait.
Nous allons commencer maintenant par prendre des questions laissées sur la plateforme le 70 26 76 76. La première question nous dit ce qui suit. Bonsoir, le plateau. Merci pour l'émission. Mon problème est de savoir s'il y a des dispositions prises dans les cantons et villages pour mettre en quarantaine les aventuriers venant des autres pays afin de voir s'ils sont contaminés ou pas. Bonne émission. Je voudrais rectifier parce que ce ne sont pas des aventuriers pour la plupart des cas. Je vous explique ceci. En saison sèche, particulièrement vers la région septentrionale, les gens migrent vers le Ghana pour du travail saisonnier. Ils séjournent au Ghana. Oui. Après, quand il commence par pleuvoir, ils reviennent dans leur pays pour passer aux activités champêtres. C'est simplement ce qui se passe. Donc, c'est des Togolais qui reviennent chez eux, mais malheureusement, l'environnement est tel qu'en revenant, ils reviennent avec le virus. Ce ne sont donc pas des aventuriers. Au niveau national, il y a une coordination nationale de la gestion de la riposte qui a ses répondants dans chaque préfecture. Donc, dans chaque préfecture, c'est le préfet qui gère la coordination préfectorale de la gestion de la riposte. Il le gère avec le maire, avec le médecin du district et avec plein d'autres de la localité. Chaque jour, ils font des réunions, comme nous aussi nous en faisons chaque jour à Lomé. Ils font des réunions, ils dénombrent le nombre de nouveaux arrivés, le nombre de cas suspects, et c'est l'ensemble de ces informations qui est compilé et qui est présenté chaque matin. Donc, des dispositions sérieuses sont prises. Là où il n'y avait pas de possibilité de faire les diagnostics, aujourd'hui, du matériel est envoyé. Là où il n'y avait pas de salles pour l'isolement, des salles sont en train d'être construites. Mais dans l'immédiat, certaines salles sont réquisitionnées, des hôtels sont réquisitionnés pour que le travail se fasse de la plus belle des manières. Et le repas est gratuit, tout est pris en charge. Bon, donc je crois que à l'intérieur du pays, le travail aussi se fait. C'est vrai, il faudrait le souligner, que toutes les régions sont passées en épidémie, mais tous les districts ne sont pas encore passés en épidémie. Et là où il y a simplement un cas, les dispositions sont prises pour que ce cas ne contamine pas les autres. Ailleurs, il y a 10 cas, il y a 12 cas. On déplore quelques morts aussi à l'intérieur. Mais ce qui se fait aujourd'hui à Lomé se fait dans les mêmes proportions à l'intérieur du pays et dans chaque région sanitaire. Nous allons prendre une autre question sur le numéro. Bonsoir. Où en sommes-nous avec la situation du coronavirus au Togo? Oui, nous sommes dans une situation ascendante. Le nombre de cas, si vous suivez, augmente de jour en jour. Et l'enseignement étant une répétition, oui. J'ai dit qu'au départ, nous comptions nos cas positifs par unité et aujourd'hui nous les comptons par dizaines. Faisons en sorte que nous ne les comptions pas par centaines. Ce serait la catastrophe. Donc, prenons nos dispositions pour respecter les mesures barrières et redoublons de vigilance. Parfait. Une autre interrogation nous dit ce qui suit. Bonsoir, merci pour l'émission. Je veux savoir si le virus est tué quand on lave les mains avec du savon ou quand les lieux
sont désinfectés? Le virus ne reste pas longtemps isolé comme ça en l'air. OK. Il est rapidement tué dans les 4 à 6 heures en moyenne. Et ça dépend de l'endroit où le virus se trouve. Le virus isolément est tué. Le savon contient du détergent. Quand vous lavez les mains, c'est clair que le virus est tué. Quand vous mettez de l'alcool ou du gel hydroalcoolique, le virus est tué. Mais si vous vous désinfectez, si vous vous lavez les mains et que vous allez prendre le poignet de la porte pour ouvrir, alors que celui qui vous a précédé n'a pas lavé les mains et qu'il a déposé sur le poignet du matériel viral, quand vous prenez, vous recommencez, vous prenez le matériel viral. C'est pour ça qu'il faut se laver les mains le plus souvent possible, mettre le gel hydroalcoolique, éviter de manipuler les yeux, les voies respiratoires avec les doigts, parce qu'à chaque fois, vous prenez le virus sur votre main et en lavant les mains, vous l'enlevez. Mais si vous reposez la main ailleurs où il y a le virus, vous recommencez le cycle. Donc, il faut se laver les mains et vous êtes sûr de ne pas transporter, vous êtes sûr de ne pas être le vecteur qui transporte le virus. Le virus. Merci beaucoup pour cette explication. Nous allons également prendre une autre interrogation. Si le Togo ne peut pas organiser un test de COVID-19 de masse, n'est-il pas organisé un traitement de masse, c'est-à-dire distribuer de la chloroquine à la population? Enfin, ce sujet-là revient très souvent, dépister les gens en masse. Si on ne peut pas le faire, faut-il distribuer maintenant de la chloroquine, peut-être de la chimioprophylaxie, hein? C'est ce que vous appelez chimioprophylaxie. Oui, c'est ça, c'est une question angoissante. C'est une question angoissante parce que si tu connais ton ennemi, tu connais là où il se trouve, tu connais son déplacement, tu connais son mode d'action, tu peux trouver la stratégie pour lui barrer la route, pour l'assommer, l'endormir et même le décapiter. Ici, le virus est un nouveau virus. C'est vrai qu'il y a plusieurs Covid, mais celui-là en particulier, il est nouveau de par sa virulence. C'est un virus qui vous tue très rapidement si vous ne prenez garde. En ce moment-là, il n'est pas dit que c'est tout le monde qui porte le virus. Donc, faire le test à 200 personnes pour ne trouver qu'une seule personne qui soit contaminée est payant si nous sommes dans une zone que nous avions distinguée comme une zone à risque. Les voyageurs, les agents de santé, les transporteurs, les taxis-motos, voilà des zones à risque. Alors, chez eux, on peut encore faire une tentative, mais s'il faut dépenser 10 000, 20 000 tests pour circonscrire 3 ou 4 ou 10 personnes, je crois qu'il faut pouvoir rendre l'opération coût-efficacité intéressante. A contrario, s'il faut donner de la chloroquine à tout le monde, oui, c'est poser un problème de traitement des patients. C'est vrai, parce que dans le lot, on trouvera des gens qui sont positifs, mais c'est également poser le traitement de ceux qui ne sont pas malades et à qui on impose un traitement. Mais aucun traitement n'est sans effet secondaire. Donc, il y a les phénomènes allergiques qui ne sont pas négligeables et qui imposent
des conduites à tenir tout à fait différentes. Et puis, rien ne me dit que la chloroquine est efficace à 100%, parce que jusqu'à ce jour, toutes les mesures thérapeutiques mises en place sont en train d'être appréciées, réévaluées. Personne n'a dit jusqu'à ce jour que la chloroquine est le médicament miracle qui tue le virus. Il a été démontré de façon scientifique que la chloroquine empêche la réplication, c'est-à-dire la multiplication du patrimoine viral. Mais le virus ne se limite pas au patrimoine viral. Il y a plein d'autres situations qui font que le protocole thérapeutique, pour le moment, est gardé en milieu hospitalier. Et puis, rien ne me dit que la chloroquine qui est sur le marché est une chloroquine de qualité. Le problème des faux médicaments est un problème Peut-être connu. que l'État va passer la commande et commencer par distribuer. On ne sait jamais. L'Africain, quoi qu'on dise, aujourd'hui, l'Africain est quand même habitué à la chloroquine. Hein. Depuis ça a des plus années. de 50 ans, 60 ans. Depuis des années. Depuis des années. Je crois plutôt qu'il faut aller dans le sens de la recherche Oui. qui est faite à différents niveaux, mais également dans le sens de la pratique orthodoxe. On ne se lève pas un jour pour devenir médecin et donner un médicament comme ça à tout hasard, parce qu'à chaque fois que vous donnez un médicament, vous en avez la responsabilité, et s'il y a un problème, vous devez pouvoir répondre des raisons pour lesquelles vous avez donné les médicaments. Je crois que ce n'est pas la meilleure formule. C'est vrai que le coronavirus nous a enseigné une leçon difficile, c'est de faire une marche par comparaison. On fait un pas, on regarde à gauche, à droite, que fait le Bénin, que fait le Ghana, que fait tel pays, et on veut faire exactement la même chose sans tenir compte de la population que l'on a sous la responsabilité. On ne pouvait pas rester les bras croisés. On ne pouvait pas. Mais l'association chloroquine-azithromycine a été une association acceptée de tout le monde, parce qu'il y a des propriétés qui ont été démontrées, mais on se rend compte que ça ne suffit pas. Il reste du matériel, il reste des informations qu'on n'a pas encore maîtrisées. L'azithromycine est une antibiothérapie comme beaucoup d'autres antibiothérapies. Au départ, on avait dit que c'était les poumons. Aujourd'hui, on ne dit plus que c'est les poumons. On dit que c'est le système vasculaire qui a un phénomène de coagulation, de coagulation du sang dans le système vasculaire. Alors, ça rend le travail beaucoup plus difficile. Et à mon humble avis, c'est trop simpliste de dire prenons de la chloroquine et distribuons en masse parce que nous avons l'habitude de la chloroquine. C'est trop de risques pour une population. Parfait, merci beaucoup, professeur. Une nouvelle question nous dit ce qui suit. Bonsoir, j'aimerais savoir quel genre d'assistance ou soutien les médecins cubains ont apporté aux Togolais et dans quel CHR ou centre ils se trouvent actuellement. On nous avait annoncé ça au début du mois d'avril, l'arrivée de 11 médecins cubains. Finalement, ils sont là ou Ils sont là. Ils sont toujours là? Ils sont là. Et je crois que dans mon pays, les gens lisent plutôt les WhatsApp que les vraies informations. Et il y a aujourd'hui, avant même de venir là, à la fin de la réunion de cet après-midi, il y a un WhatsApp qui circule et qui montre les Cubains. C'est sûr que vous les verrez, c'est encadré en rouge, et qui ont participé à la réunion de coordination CHR Lomé Commune aujourd'hui. Les Cubains sont là. Les Cubains sont là dans le cadre global d'une coopération entre États. Rappelez-vous,
rappelez-vous que le 1er avril, le chef de l'État a fait une annonce à la nation en disant que nous sommes en situation d'urgence épidémiologique. À partir de ce moment, les règles habituelles ne sont plus de mise. Et les Cubains ont, je ne dirais pas auraient, les Cubains ont une certaine expérience en termes d'épidémie dans d'autres domaines. Oui. Et officiellement, ils sont là. Au temps des Ebola, ils ont quand même démontré leur savoir-faire. Ils ont démontré leur savoir-faire et ils sont là. Je pense que cette question revient assez souvent. Et triste, de manière triste, c'est au président de l'Ordre des médecins qu'on la pose en disant oui, les Cubains sont là. Oui, les Cubains sont là. Ils sont dans les centres. Ils vont bientôt aller dans les régions à l'intérieur du pays. Pour aller travailler. Ils ne travaillent pas à la place des autres. Ils viennent travailler en collaboration avec les autres. Donc, c'est des médecins comme nous aussi, des médecins. Donc, ils sont là, ils font leur travail dans le cadre de la coopération. Ils sont sur le terrain. Ce matin, ils avaient fait leur réunion au CHR Lomé Commune. Ils vont être déployés à l'intérieur du pays. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Oui. En plus, on se demande, il y a des professeurs au Togo qui s'y connaissent dans le domaine. Pourquoi solliciter encore l'aide d'un pays qui n'est pas aussi à l'abri de cette maladie à coronavirus? C'est pourquoi on s'inquiète beaucoup. On se dit, mais ils sont là, qu'est-ce qu'ils font de concret? Oui, je crois que vous faites exactement ce que font mes étudiants. Quand je parle, quelquefois, ils n'écoutent pas. Je recommence. On repose mieux la question pour que ça soit bien sûr compris. Les Cubains ne sont pas venus pour aider les médecins togolais. Voilà ce qu'il faut préciser. Vous n'avez pas utilisé le mot aider. Les médecins ne sont pas venus pour aider les médecins togolais parce que c'est un paradoxe. Avant que les Cubains n'arrivent, on gérait mieux les cas. Et les Cubains sont là, nos cas sont élevés. Donc les Cubains ne sont pas venus pour aider. Les Cubains sont venus dans le cadre d'une coopération entre les États. D'accord? Donc, ils sont sur le terrain. Ils ne sont pas cachés. Ils travaillent en coopération avec les nôtres. Et de façon... Nous appelons quelque chose le staff matinal où on pose un problème de malade et chacun donne son point de vue sur la manière d'approcher le diagnostic, d'approcher le traitement. Et c'est très instructif de travailler en collaboration avec d'autres expériences. Mais ils ne sont pas venus pour nous aider. Nous sommes suffisamment forts et on peut même montrer nos muscles. On va peut-être prendre une dernière question de nos amis téléspectateurs. Bonjour. Seulement, je veux savoir celui qui est atteint du virus sans transmettre, peut-il résister combien de jours au moins? Enfin, un porteur sain peut-être. Oui. Notre système immunitaire, c'est-à-dire notre système de défense, l'armée qui nous protège contre les infections, ce système-là peut contenir le virus quand vous êtes en bon état, en bonne santé. Mais malheureusement, nous ne sommes pas toujours en bonne santé. Voilà. Il y a un déficit en magnésium, déficit en vitamine C, calcium, de par notre alimentation. Il y a cette fatigue permanente liée à nos stress de tous les jours. Surtout quand on entend parler de coronavirus. Absolument. Il y a le paludisme qui diminue notre résistance et bien d'autres encore. Donc, si sur ce terrain fragile, un virus vient et prend possession des cellules qui doivent vous protéger. Donc, c'est comme si un commando arrive
et déstabilise l'armée et prend corps. Maintenant, le commando s'identifie à vos cellules et vous détruit progressivement de l'intérieur. Si vous êtes fort et résistant, vous pouvez tenir. Vous pouvez même vaincre le virus. En ce moment-là, quand on fera des examens, on se rendra compte que vous avez été en contact avec le virus que vous avez vaincu et qu'il ne reste que les traces de son passage. Parfait. Mais c'est des cas rares. Le plus souvent, quand le virus arrive sur un terrain déjà fragilisé, encore si le virus arrive chez un patient âgé, hypertendu, diabétique, insuffisant rénal, c'est là où il s'installe allègrement et fait son travail de sape et de destruction. Donc, c'est des situations possibles, mais c'est des situations rares. C'est pour ça, dès qu'on a certains signes, il vaut mieux aller à la consultation. Composer le 111, bien sûr. Composer C'est déjà le la 111. fin de l'émission, professeur. Ce n'est pas possible. C'est déjà C'est la tellement fin. intéressant. Votre mot de la fin. Le mot de la fin est très simple. Ça se résume en 3 lettres. Redoubler de vigilance. Mais comment faire? Au stade actuel, si nous voulons gagner, nous devons garder à l'esprit que les mesures barrières sont les seules qui peuvent nous protéger. Et prions de telle manière que nous ne rencontrons pas le virus et que nous ne soyons pas malades. Merci beaucoup, professeur, et bon retour sur vous. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur Edem Goueakoué, président de l'Ordre des médecins du Togo. C'est ainsi que nous arrivons au terme de cette émission de ce jour. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.